À la une ce soir, l'élection de Miss Martinique 2017 remise en question. Le tatouage de Jade Voltigeur est pointé du doigt et fait débat sur les réseaux sociaux. Un tatouage validé par le comité Miss Martinique, mais qui poserait problème pour sa participation à l'élection nationale. 2 jours de service minimum pour les vedettes tropicales. Les usagers pourront voyager gratuitement avec des rotations 1 fois par heure jusqu'à demain. La mobilisation des salariés de l'entreprise de transport maritime continue néanmoins. Service minimum également pour le ravitaillement, carburant pour les avions de l'aéroport et Césaire. La mobilisation des ravitailleurs continue et entraîne de nombreuses perturbations sur les vols au départ de la Martinique. Et puis, coup de projecteur ce soir sur un jeune volleyeur très prometteur qui rencontre des difficultés à poursuivre sa formation au sein du pôle espoir de Châtenay-Malabry. William Louis-Marie cherche des financements pour poursuivre son aventure. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Que se passe-t-il au sein du comité Miss Martinique? Un mail anonyme envoyé à toutes les rédactions de l'île ce matin dénonce le fait que la Miss élue le 21 juillet dernier est un tatouage. Un tatouage également pointé du doigt sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, il aurait été dissimulé par les membres du comité eux-mêmes le soir de l'élection. Jade Voltigeur devra-t-elle remettre sa couronne alors que le comité avait validé sa candidature et son élection en connaissance de cause? C'est un reportage de Loïc Régis. Jade Voltigeur va-t-elle perdre sa couronne? La jeune fille élue Miss Martinique le 21 juillet dernier risque en effet d'être destituée. Un tatouage sur son omoplate gauche est la source de la discorde. Le soir de l'élection, il avait été soigneusement dissimulé avec du fond de teint par le comité Miss Martinique selon certaines sources. Le règlement national du concours Miss France stipule que toute dissimulation entraîne la disqualification immédiate en ce qui concerne tatouage et piercing apparent sur le corps des candidates. Si Jade Voltigeur est destituée, Laure Anaïs Abidal, première dauphine, serait alors titrée à sa place. Un dossier brûlant, Sylvie Tellier, présidente du comité national Miss France, aurait contacté la délégation martiniquaise afin de demander la destitution de Jade Voltigeur. Cette dernière n'aurait pas accepté de rendre son titre ni les cadeaux offerts après l'élection. L'affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Une réunion est prévue ce soir entre le comité Miss Martinique et les candidates à l'élection 2017. Du nouveau, en ce qui concerne le mouvement de grève des salariés des vedettes tropicales, un service minimum a été mis en place depuis cet après-midi et les voyageurs peuvent circuler gratuitement jusqu'à demain avec des rotations jusque toutes les heures. En revanche, la mobilisation des salariés grévistes continue, au moins jusqu'à la reprise des négociations. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Il faut 12 salariés pour faire fonctionner une journée de service minimum. Ce matin, vous avez environ 8 salariés grévistes qui sont planifiés sur les 12 qu'il lui faut. Est-ce que M. Concon va faire une entrave au droit de grève? Il va faire les personnes qui ne sont pas planifiées travailler à la place des grévistes. Donc par conséquent, on voit bien que dans le temps, il ne peut pas continuer. Et d'ailleurs, avec l'effectif qu'il a là, il ne peut pas aller au-delà de 3 jours parce qu'il faut respecter à moins, comme à l'accoutumée. Il bafoue encore la durée hebdomadaire du travail, à moins qu'il fait travailler matin, midi et soir. Mais là encore, nous serons très vigilants, mais nous disons que de toute façon, nous allons continuer à nous battre parce que la majorité des capitaines sont en grève et la majorité des salariés sont en grève. On va commencer à partir de midi un service minimum pour desservir les 3 districts, c'est-à-dire le Bourg, la Pointe du Bourg, la Smithson, qui vont abattre toutes les heures. Il y aura un bateau de plusieurs. Concernant Casse-Pilote, il n'y a pas de souci, les horaires sont les mêmes que d'habitude, il n'y a aucun souci sur ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mardi, nous avons obtenu une ordonnance du tribunal qui demandait la libération de l'accès à l'entreprise, ce qui était le cas hier, enfin bon, un peu cas. Hein. Donc déjà, l'avantage pour les salariés, l'avantage pour eux, c'est quand même non négligeable. C'est qu'ils avaient même une entreprise le 27 juillet, donc juste avant la fin du mois, donc on était dans l'incapacité d'accéder de faire des fiches de paie et de salaire. Et là, la comptable a pu accéder à l'entreprise hier après-midi et actuellement au cabinet d'expertise comptable pour finaliser les fiches de paie de façon à ce qu'on puisse faire les virements cet après-midi demain matin. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et donc nous avons pu récupérer des bateaux parce que l'accès de l'entreprise est toujours entravé. Et nous allons démarrer donc, à partir de 12h, 12-13h ce matin, aujourd'hui, un service minimum pour assurer la desserte dans la métropole de France et sur Casse-Pilote.
Voilà près d'une semaine que les employés de la GPAF, l'entreprise qui fournit du carburant aux avions de l'aéroport Aimé Césaire, sont en grève. Ils dénoncent une mauvaise organisation de leur emploi du temps causée par un manque d'effectifs, notamment en cette période d'activité très intense. Pour l'instant, aucune rencontre n'a pu être organisée avec la direction. Voyez ce reportage de Guy Raphaël Rony. Mobilisés depuis une semaine, les salariés de l'entreprise GPAF qui s'occupent de l'avitaillement en carburant des avions n'ont pas décollé de leur piquet de grève. 15 employés sur 19 ne travaillent pas depuis vendredi dernier. Le personnel est maltraité, le personnel est sanctionné, le personnel n'a pas de repos, de vie de famille. Le personnel travaillait 18 jours de travail, il a remis carrément 19 jours parce qu'un départ en retraite n'est pas remplacé à ce moment-là. Les jours sont redistribués sur le personnel. Le personnel avait le week-end de libre, un week-end de travail, là il travaille 4 week-ends. L'accord qui a été signé, c'est un effectif de 21 personnes et si le volume repart à la hausse, ce qui se fait chaque année depuis 2014, on devait être 22 personnes. Maintenant, nous ne sommes que 19. Donc, à ce jour, on ne peut pas tolérer travailler avec ce fonctionnement du chef de dépôt. Hier à la mi-journée, une réunion était prévue entre la direction et les représentants du personnel. Mais la direction a refusé la présence d'Éric Picot, secrétaire général du syndicat CFDT. Et la discussion n'a pas eu lieu. C'est lui qui traite les dossiers avec nous, c'est lui notre secrétaire général. Le personnel demande entièrement que M. Éric Picot soit là. M. Picot n'est pas dans le cadre de réunion délégué de personnel. Il est dans le cadre de médiation avec un sujet qui est bien la grève, avec un sujet autre. Donc le délégué syndical a le droit d'être toléré dans cette réunion-là, il doit être toléré là-dedans. Et la direction dit non. La direction dit non, que M. Picot n'a rien à faire là, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est le point bloquant. De son côté, la direction se dit ouverte à la discussion, mais sans Éric Picot. Je regrette en fait qu'aujourd'hui les discussions n'aient pas encore pu démarrer. Le point bloquant aujourd'hui, c'est sur le fait qu'ils veulent nous imposer la présence de leurs représentants du syndicat, alors que ce n'est pas du tout une obligation que nous avons de négocier en sa présence. Je ne suis pas certaine que M. Picot ait une connaissance plus importante du fonctionnement du dépôt que les représentants des salariés tels qu'ils pourraient me l'apporter en fait. Quant aux revendications des grévistes, l'administratrice de l'entreprise rejette en bloc les affirmations du personnel qui dénonce une mauvaise organisation du travail et un manque d'effectifs. Pour l'instant, des éléments dont j'ai connaissance, pour moi, ce ne sont pas forcément des points avérés. L'ensemble des salariés au GPAF ne travaillent que 19 jours par mois. Ça veut dire qu'en moyenne, ils ont minimum 2 jours et en moyenne 3 jours de repos par semaine. Qui sont répartis de façon équitable sur les différentes semaines. Et aujourd'hui, l'activité en termes de charge de travail au GPAF, si on se base sur les données de 2016, elle n'a jamais été aussi faible que sur les 7 années précédentes. En attendant la fin du conflit, certaines compagnies aériennes approvisionnent leurs avions en carburant en Guadeloupe. En bref, toujours au chapitre social, les salariés de l'entreprise Figuière Service de collecte d'ordures ménagères ont débrayé ce matin pour dénoncer de nouvelles dispositions prises à l'encontre de 2 salariés de la société. Ils n'auraient plus le droit de conduire les engins de l'entreprise et de bénéficier d'une prime depuis qu'ils sont devenus délégués syndicaux. Une décision dénoncée et soutenue par une majorité des salariés. Pour l'heure, aucune rencontre n'a été organisée avec la direction, mais les délégués syndicaux ont annoncé mettre en place une plateforme de revendication. En attendant, les ordures ménagères ne sont pas collectées. Nous sommes en plein milieu des grandes vacances, mais il est déjà temps de préparer la prochaine rentrée scolaire. Les élèves qui devront se lancer dans le grand bain des études supérieures hors de la Martinique doivent chercher un appartement, un job étudiant, et pour les accompagner, une association se propose de les aider. Pour en parler, nous recevons la responsable de Martinique Ambition Jeune, Solange Lafolle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre association a 3 ans maintenant. Vous proposez depuis l'année dernière le kit à s'envoler. Alors, rappelez-nous en quoi ça consiste. Alors, le kit à s'envoler consiste à préparer les jeunes qui sont en situation de mobilité, donc que ce soit les étudiants ou des jeunes actifs, les accompagner dans leur mobilité. Donc, le kit se découle en 3 parties. Donc, la première, c'est se préparer en Martinique. Donc, on fait... les jeunes ont accès à une plateforme sur Internet où ils ont des informations sur tout ce qui est nécessaire pour de savoir avant le départ.
Ensuite, il y a des ateliers de préparation, des débriefs où ils nous rencontrent, ils sont en petits groupes et de manière ludique, on retravaille sur tout ce qui a été proposé sur le site internet. Et dans un troisième temps, ils partent en métropole. Ils sont accompagnés par d'autres jeunes qui sont présents en France hexagonale depuis minimum 2 ans, par un système de parrainage finalement qui les aide pendant les 3 premiers mois d'installation à s'intégrer, à s'orienter dans les villes d'arrivée, etc. Et on propose aussi un accompagnement au niveau professionnel, c'est-à-dire leur proposer comment travailler son CV, faire la lettre de motivation, se préparer pour un entretien. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur leur projet professionnel et personnel avant le départ et pendant. Alors, un kit qui est proposé depuis l'an dernier, est-ce que vous avez déjà un bilan? Est-ce qu'il a fonctionné? Est-ce que beaucoup d'élèves en ont bénéficié? Alors, l'année dernière, on a accompagné une vingtaine de jeunes, mais on avait commencé auparavant à accompagner des jeunes. Donc, en tout, on a accompagné 60 jeunes. Et donc, il y en a une vingtaine qui sont revenus en Martinique, soit parce que leur projet, finalement, n'était pas assez peaufiné, donc ils sont revenus en Martinique, soit parce que, finalement, ça ne leur plaisait pas. Donc, le reste, ils sont restés en métropole. Et on a parmi eux certains qui sont aujourd'hui dans l'association et qui participent finalement à l'activité de l'association. Alors pour les futurs étudiants qui nous regardent, comment faire pour vous contacter? Alors pour nous contacter, il faut aller sur la page Facebook, donc Association MAJ, ou bien sur le site internet, donc Martinique Ambition Jeune. .org, tout simplement, comme ça se prononce. Et le jeune qui a envie d'adhérer, donc il suffit de cliquer sur adhérer, donc il s'inscrit, il a un contact téléphonique avec les secrétaires qui l'orientent un petit peu pour savoir où il va. Ensuite, il reçoit ses données donc, pour Internet, pour avoir accès au forum, où il a toutes les données donc, nécessaires pour se préparer. Et dans un second temps, il nous rencontre lors de l'atelier débrief ici en Martinique, avant son départ. Il est encore temps, c'est le moment ou jamais, c'est ça? Il est encore temps, voilà. Donc la semaine prochaine, pardon, on a notre premier débrief donc, le mercredi 16 et le 23 et début septembre. Donc les derniers pourront continuer jusqu'à septembre. Et ceux qui sont déjà partis, qui ont raté malheureusement les débriefs, ils ont la possibilité de les faire en métropole. Alors, vous avez parlé de plusieurs villes dans l'Hexagone. Quelles sont-elles? Alors, les principales villes, donc Paris, bien évidemment, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Strasbourg, Rouen, Orléans, Lyon, Marseille, je ne sais pas si je l'ai dit. Et non, voilà. Donc, principalement les grandes villes, pour l'instant, qui sont desservies. Et est-ce que vous cherchez des bénévoles pour accompagner justement les futurs étudiants? Oui, bien sûr. On attend des bénévoles qui puissent nous aider justement à multiplier un peu nos forces ici en Martinique, puisqu'on est sur plusieurs antennes, donc on est plusieurs, mais tous répartis un petit peu voilà, sur les différentes antennes. En Martinique, nous sommes actuellement 10, donc c'est vrai que si nous avions un petit peu de main pour pouvoir un petit peu booster un petit peu l'activité, ce serait bien évidemment nécessaire. Et pareil, pour nous contacter, il y a la page Facebook ou le site internet disponible. Très bien, merci à vous. Merci. J'espère que le message a été entendu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons avec cette question que se posent certainement les futurs étudiants qui nous regardent. À quoi ressemblera le monde du travail en Martinique en 2030? Selon une étude parue dans l'ouvrage Vers les nouveaux mondes du travail, 85% des emplois de 2030 n'existent même pas encore. Une conférence de presse pour présenter l'évolution à venir a été organisée ce matin par William Montlouis-Félicité, l'un des co-auteurs. Voyez ces précisions recueillies par José Lechertier. On évoque une crise économique du travail, une crise du droit du travail, mais il me semble qu'on est à l'échéance de quelque chose qui est beaucoup plus large qu'une crise, peut-être un tsunami selon certains, c'est-à-dire un bouleversement qui va peut-être être causé par la robotisation, l'automatisation accentuée, le numérique, qui fera probablement que dans les années qui viennent, le travail d'aujourd'hui ne ressemblera pas du tout, mais plus du tout, au travail tel que nous le connaissons. Et je parle dans les 10 à 20 ans qui viennent, donc demain. Est-ce qu'en Martinique, on a pensé à ce changement dans 10 ans? Quels sont ceux qui vont rester sur le bas-côté de la rue? Tous ceux qui n'ont pas accès au numérique, à Internet. Est-ce qu'on y pense? Tous ceux-là vont être exclus de la société et exclus du développement et radicalement au chômage. Donc ça veut donc dire que pour la Martinique, il sera utile de penser à l'accès au numérique et à Internet au plus grand nombre de la population. Sinon, il y aura une fracture qui va s'amplifier, augmenter, et une crise qui va évidemment elle-même produire des effets très négatifs. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui reste à nos jeunes, c'est la capacité de créer
d'aller sur des chemins qui ne sont pas seulement la compétence, le niveau de diplôme, mais d'aller chercher sur Internet des idées, des innovations. Ils sont capables de faire ça, les jeunes en Martinique. Ils naissent, certains sont nés avec le smartphone en main. Donc ils sont capables de faire beaucoup plus que nous et d'utiliser toute la puissance même d'Internet pour créer leur propre projet. Restez avec nous, à suivre dans un instant. Nous irons dans les régions avec une première escale en Guadeloupe à la rencontre des restaurateurs de la commune de Déhay. Avec une clientèle principalement américaine, ils adaptent leurs mets locaux pour séduire leurs clients. Nous irons également en Guyane à la rencontre d'un groupe de jeunes musiciens qui se préparent pour une tournée aux Antilles. Ils sont 7 et ont entre 14 et 24 ans. Et puis dans notre JT des communes, nous parlerons du processus de maturation mis en place en Martinique pour proposer une viande locale beaucoup plus tendre. Place à l'actualité des régions avec une escale gourmande en Guadeloupe. Comment les restaurateurs s'adaptent-ils à une clientèle en cette période de grandes vacances? À Déhay, où les touristes viennent principalement des États-Unis, c'est le manger local qui est privilégié. C'est un reportage de Jacques Canval, Patrick Curie et Moïse Dexter. Déhay, petit paradis de la Côte-sous-le-Vent, branché sur les Nord-Américains qui font relâche à Antigua en face, et les habitués des lieux s'est adapté et proposer une cuisine qui ravive les palais. On essaie de proposer des produits locaux, hein. Beaucoup de fouilles à pain, des bananes, parce que les gens, quand ils viennent aux Antilles, là, donc c'est ceux qui viennent chercher. Hein. Donc c'est beaucoup de poissons, beaucoup de légumes pays. Et voilà, on essaie de proposer au maximum la cuisine créole. La saison prochaine, là, la carte va être changée, ça c'est sûr. Donc on va proposer encore de nouvelles choses et de bonnes choses. Cette disponibilité des restaurateurs plaît aux touristes qui non seulement retournent l'encensoir, mais promettent de revenir. Ah, ils sont top, on a un super accueil, on a de la chance, on est bien. On est bien reçus tout le temps, on a de la bonne nourriture. Poissons, après aussi des wassous, tous les plats d'ici. Cette commune, où l'on pratique l'anglais facilement, montre chaque jour la voie à suivre pour participer pleinement au développement touristique de l'archipel. Direction la Guyane maintenant avec un groupe de jeunes de 14 à 24 ans qui se préparent à participer prochainement au festival Guadatour. Ils feront ensuite une tournée sur les Antilles. Les Yanayout proposent des reprises dynamiques et électriques. Stéphane Gauvendin les a rencontrés lors d'une répétition ce matin. Voyez un extrait de ce qu'ils vous proposent. Alors, nous allons quitter le département afin de représenter la Guyane en Guadeloupe pour montrer que la Guyane aussi a sa part dans la musique, surtout les jeunes, et aussi pour promouvoir la musique guyanaise au-delà des frontières. Les Guadeloupéens, je vous attends. Vous aurez du show, un show de malade, du lourd, spécial jeune, Yanayout. Ça sera vraiment bien. Nous vous
vous en parlions hier soir. Un ticket validé en Martinique a été tiré au sort lors du tirage My Million du 4 août dernier. Il y a donc un nouveau millionnaire en Martinique. Pour l'heure, on ne connaît pas la localisation exacte de l'euro gagnant, mais la nouvelle fait beaucoup parler. Voyez les réactions recueillies par Guy Raphaël René. Si vous étiez l'heureuse gagnante de ce million d'euros, qu'est-ce que vous aurez fait avec votre million d'euros? Je les aurais dépensés jusqu'au dernier centime. Comment? En faisant plaisir à ma famille, à mes enfants, et puis voilà. Vous auriez gardé l'anonymat? Après, j'aurais pas cherché à me faire connaître non plus, mais je pense qu'avec les regards extérieurs, les gens, au bout d'un moment, ils allaient s'en rendre compte. Eh bien, je l'aurais divisé par 4. Donner 250 000 euros à ma soeur, à mon frère, à ma mère, et j'aurais pris 250 000 euros pour moi, voilà, tout simplement. En famille, je l'aurais partagé. Moi, la première chose que j'aurais fait, j'aurais pris une maison pour ma maman. Plein de choses, hein, voyager, dépenser de l'argent, quoi. À mon âge, il n'y a que ça. Je pense que moi, j'aurais dépensé, j'aurais déjà acheté ma maison, ça c'est sûr, en premier. J'aurais regardé pour mes projets, premièrement, ensuite j'aurais pensé à mes parents. Et puis là comme ça là, je sais pas. J'aurais regardé pour ma famille, mon entourage et puis. Je pense que j'aurais investi pour les causes humanitaires et puis mettre un peu d'argent de côté pour la vie privée, la vie personnelle, l'investissement, penser aux enfants, l'avenir, les études et tout ce qu'il y a autour. J'aurais fait plaisir à ma famille déjà, dans un premier temps. Et puis par la suite, je vais peut-être profiter pour visiter le monde et voilà. Est-ce que vous auriez gardé l'anonymat pour qu'on ne sache pas votre nom? Bien sûr quand même. Pourquoi? Pour que je puisse voir que tout le monde sache que j'ai fait ou j'ai gagné quelque chose. Dans la vie maintenant, l'argent mène et puis voilà. Normalement, les esprits doivent rester pareils, mais bon, avec l'argent, il y a des trahisons, il y a ci, il y a ça, il y a des retournements de veste. Donc, pour rester comme ça, comme je suis, ouais, j'aurais gardé l'anonymat. Après, bon, la famille peut être au courant, mais essayer de moins s'ébruiter la chose. Et parlons maintenant d'un jeune volleyeur qui en aurait bien besoin de ce million puisqu'il est à la recherche de financement pour poursuivre sa formation au sein du pôle espoir de Châtenay-Malabry dans l'Hexagone. Il souhaite poursuivre son aventure cette année mais n'aurait pas les finances pour y parvenir. Il s'appelle William Louis-Marie et José Le Chertier l'a rencontré. Regardez. William n'a que 16 ans, il fait déjà partie des grands de par sa taille, 2 mètres, par son sérieux, son mental et sa bonne technicité de jeu. Aujourd'hui, il est entouré de ses copains. Il en profite pour partager quelques gestes techniques. Pour Alan, c'est un moment fort apprécié. William, c'est quelqu'un de très calme, très gentil. Franchement, il le mérite, ce qu'il y arrive, puisque depuis qu'il est petit, il est à tous les entraînements. Tout ce qu'il fait, il est toujours sérieux. Donc, il a eu sa chance, il l'a saisi et c'est très bien pour lui. William a intégré le pôle espoir de Châtenay-Malabry l'an dernier. Ce jeune champion poursuit son rêve en sport-études. Avec 17 heures d'entraînement par semaine, William compte bien faire partie de l'élite. Au pôle, on est 3 passeurs, donc du coup on a beaucoup d'exercices spécifiques. On se met à part du groupe et on travaille nous 3, la technique de balle, le toucher et surtout les déplacements, puisque le poste de passeur c'est celui qui court le plus sur le terrain. Je souhaite intégrer l'équipe de France U17. J'ai les capacités et les moyens pour réussir. Et j'ai l'apport de mon entraîneur Yves Loger, que je remercie beaucoup, qui me pousse, qui me donne la force de réussir. Pour atteindre ses objectifs, William n'est pas seul. Pour ses parents, si la décision de son départ vers l'Hexagone n'a pas été facile à accepter, ils ont tout fait pour l'aider. Cette année, le jeune passeur de 16 ans souhaite poursuivre son projet d'avenir. C'est l'avenir de mon fils qui est en jeu. Je ne peux pas non plus l'empêcher de partir. Donc je réfléchis, tout ça, et puis on s'est mis à commencer à voir un petit peu, faire des démarches administratives. Mon fils William Louis-Marie, sa scolarité vaut 6 000 €. Et au niveau financier, c'est très difficile pour nous, parce que jusqu'à maintenant, je ne travaille pas. C'est mon époux seulement qui travaille, donc je voulais l'aider. Pour aider William, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou contacter ses parents au numéro suivant 06 96 06 34 76.
Nouveau focus ce soir consacré au Big in Jazz Family Day qui prendra ses quartiers dans le parc des Floraliers mardi prochain. Au programme, un mix entre découvertes musicales et culinaires, des artistes et musiciens venus des 4 coins du monde. Voyez cette ambiance qui vous attend. Et c'est le moment du coup de projecteur sur vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec cette information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Comme chaque vendredi, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré de 13h à 18h à Cocotte-du-Cos. Une équipe de l'EFS est également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Guitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Direction le Lamentin pour terminer ce JT des communes. Hubert Bornil vous avez présenté en janvier dernier le nouveau processus de maturation mis en place en Martinique pour proposer une viande locale beaucoup plus tendre. Les carcasses restent au minimum 3 jours à mûrir après que les animaux aient été abattus. Je vous propose ce soir de revoir ce reportage. Dans cette salle, nous sommes au début du processus de la maturation avec des carcasses, on le voit, des bêtes qui sont issues de Martinique, le brahman américain, bêtes réalisées, faites ici même. Alors ce processus, c'est comme le bon fromage, il faut de la viande bien grasse qui va donner une viande tendre de qualité pour le consommateur. Ça commence ici, on est pratiquement à 2 degrés là de température. En Martinique, la consommation de viande bovine a chuté pour se fixer à environ 4800 tonnes l'an. Un chiffre qui s'explique à cause de tout ce qui se dit au sujet de la consommation de viande rouge. Par ce nouveau procédé de maturation, la CODEM entend bien relever le niveau, mais d'abord, c'est quoi ce nouveau procédé ? Les fibres musculaires se détendent et ça permet à la viande d'avoir une qualité supérieure, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus tendre et surtout on fait exhaler les saveurs de cette viande qui est tout à fait typique parce qu'elle repose sur un terroir martiniquais et sur une race martiniquaise, c'est la race Brahman Martinique. La viande bovine est la seule qui permet le processus de maturation en raison de la composition du tissu musculaire. L'intérêt au final, c'est d'avoir une viande plus tendre. On a levé une épaule de bœuf, bien sûr. Ensuite, il va commencer à casser tout ce qui est poitrine. Il casse un certain nombre de côtes. Voilà. La bonne durée de maturation serait de 15 jours. Cela peut aller jusqu'à 3 mois, ce qui donne une viande plus fine, plus sombre. Jusqu'alors, le consommateur était habitué à une viande rouge, mais plus dure. Voilà qui devrait bien relancer la filière. L'objectif, c'est d'utiliser ce prix de l'innovation pour aller plus loin dans notre démarche de qualité, d'aller vers une labellisation de notre viande. Nous avons 26 éleveurs qui sont engagés dans un process de labellisation. Nous allons commencer par une certification produit et puis plus tard aboutir à une AOP, une appellation d'origine protégée, un peu à l'instar de ce qu'a fait la canne avec l'AOC, pour permettre justement de conforter notre qualité de viande. La maturation est un procédé innovant qui convient à notre race locale, le Brahman Martinique, reconnu au patrimoine génétique national. Bon, alors Rodrigue, vraiment c'est de l'excellent travail qu'on fait ici. Ici, on est dans la dernière phase de l'opération. La viande, elle est à la découpe, elle sera mise en barquette et elle va partir à la consommation. Vous savez, on peut consommer de la bonne viande martiniquaise, d'excellente qualité. Vous voyez ce bourguignon, comment il est formidable. 350 grammes par semaine, ça ne fait pas de mal.
Et notez que le village de la viande locale dont nous vous parlions hier soir n'a finalement pas pu ouvrir ses portes ce matin, comme l'avait annoncé le président du syndicat des artisans bouchers de la Martinique, Henri Basson, qui était notre invité hier soir. Il nous a confirmé par téléphone qu'il devrait en revanche commencer dès demain matin, 7 h. Et c'est la fin de ce journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. L'élection de la Miss Martinique 2017, remise en question, le tatouage de Jade Voltigeur est pointé du doigt et fait débat sur les réseaux sociaux. Un tatouage validé par le comité de Miss Martinique, mais qui poserait problème pour sa participation à l'élection nationale. 2 jours de service minimum pour les vedettes tropicales. Les voyageurs pourront circuler gratuitement sur des rotations une fois par heure jusqu'à demain. La mobilisation des salariés de l'entreprise de transport maritime continue néanmoins. Service minimum également pour le ravitaillement en carburant pour les avions de l'aéroport Aimé Césaire. La mobilisation des avitailleurs continue et entraîne de nombreuses perturbations sur les vols au départ de la Martinique. Et puis nous vous avons présenté un jeune volleyeur très prometteur qui rencontre des difficultés à poursuivre sa formation au sein du pôle espoir de Châtenay-Malabry dans l'Hexagone. William Louis-Marie souhaite poursuivre l'aventure cette année et cherche des financements pour y parvenir. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite la rediffusion dans Tché-Pays avec la question « Quelles sont les souffrances qui conduisent au suicide ?» À partir de 20 h, retrouvez 3 épisodes de la série Hawaii 5-0. Retrouvez demain soir Emmanuel Labo à partir de 18 h 50 pour les titres de la tranche info du week-end. À partir de lundi, ce sera Jean-Marc Dabreux qui assurera la tranche info de la semaine, puisque moi je pars en congé et que j'espère bien mériter. Je vous retrouve avec plaisir à la rentrée. Passez de bonnes vacances, prudence sur les routes.